Dans le régime national-socialiste allemand, deux figures émergent comme des symboles du pouvoir et de la controverse. Heinrich Himmler et Hermann Göring. Himmler, le cerveau derrière la redoutée SS, a orchestré la solution finale, tandis que Göring, le charismatique leader de la Luftwaffe, a utilisé son pouvoir pour fonder la Gestapo et amasser une immense richesse personnelle. Mais quels secrets ces hommes, qui ont façonné l'histoire avec leur ambition et leur idéologie, cachent-ils? Examinons quelques faits biographiques peu connus à leur sujet. Commençons par Himmler. À la fin de 1919, il s'inscrit à l'Université technique de Munich pour étudier l'agriculture, une discipline qui contraste avec le rôle qu'il jouerait plus tard dans le Troisième Reich. Cependant, ce n'était pas si éloigné de ses principes. C'était une carrière liée directement à la tradition agricole et rurale qui résonnait avec ses valeurs nationalistes émergentes. Pendant ses années universitaires, Heinrich s'est immergé dans l'ambiance académique avec un intérêt particulier pour le nationalisme allemand, ainsi que pour les idées de pureté ethnique et de supériorité raciale associées à l'idéologie völkisch. Ce mouvement mettait en avant l'identité allemande et la préservation d'une nation pure, libre d'influences extérieures, telles que celle des Juifs, une croyance qui façonnerait plus tard ses actions et ses convictions politiques. Alors qu'il étudiait, Himmler s'est joint à une fraternité d'étudiants nationalistes allemands qui partageaient son intérêt croissant pour la politique de droite. Dans ce milieu, il eut accès à de la littérature extrémiste et nationaliste, ce qui approfondit ses inclinations vers une idéologie marquée par l'antisémitisme. La fraternité étudiante était un lieu de socialisation et d'apprentissage, mais aussi de recrutement d'idées, où il commença à rencontrer d'autres jeunes ayant des aspirations similaires. Bien que certains membres de cette fraternité fussent juifs, lui, influencé par ses croyances, commença à s'en éloigner peu à peu, piégé dans la vision radicale qui prônait la pureté raciale. Son contact avec le mouvement völkisch se renforça lorsqu'il rejoignit la Ligue Hartmann, une organisation de jeunesse qui promouvait les valeurs agricoles et le nationalisme racial. La Ligue voyait dans le champ et la vie rurale l'essence de la véritable identité allemande et, avec son accent sur la pureté raciale, elle développa en lui une obsession pour l'idée d'une Allemagne homogène et exempte d'éléments étrangers. En août de 1922, le futur leader des SS conclut ses études en agriculture, mais son intérêt pour la science des sols et les cultures passa rapidement au second plan. Les connexions qu'il avait forgées à l'université et les idéologies qu'il avait adoptées devinrent le centre de ses décisions futures. Malgré la formation technique qu'il avait reçue, la recherche d'un emploi ne fut pas facile. Il travailla d'abord comme vendeur d'engrais et montra rapidement son insatisfaction envers le monde du travail conventionnel, trouvant dans la politique une échappatoire et une occasion d'appliquer ses croyances de manière plus concrète. La situation politique en Allemagne à l'époque, caractérisée par l'instabilité et le ressentiment après la guerre, offrait un terreau fertile pour le nationalisme radical. Et il ne perdit pas cette occasion. Le militaire frustré, Himmler et son bref passage dans la Grande Guerre. Heinrich eut une expérience limitée et particulière en ce qui concerne sa formation militaire. Depuis son plus jeune âge, il montra un fort intérêt pour la vie militaire, une inclination qui s'accentua lorsqu'il décida de s'engager comme cadet en 1918, en pleine Première Guerre mondiale. Cependant, son entrée à l'Académie des cadets de Munich coïncida avec la phase finale du conflit, ce qui allait profondément affecter son développement ultérieur. Il venait à peine de commencer sa formation que la guerre prit fin en novembre de cette année-là. En raison de cela, ce jeune homme n'eut jamais l'occasion de se déployer sur le front ni d'acquérir une expérience en combat réel, ce qui, pour l'époque, marquait un contraste avec d'autres vétérans et figures militaires allemandes. Ce détail se révélerait significatif dans sa carrière, car, bien qu'il occuperait plus tard des postes de grande puissance au sein du parti nazi et des SS, sa formation pratique limitée en situation de combat le différencierait d'autres leaders ayant de l'expérience de guerre. Si Hitler était un peintre frustré, Himmler était un militaire frustré. Alors que l'Allemagne faisait face aux conséquences de sa défaite et aux conditions imposées par le traité de Versailles, de nombreux jeunes qui avaient combattu retournaient dans une Allemagne en crise, nourris par un ressentiment et une frustration qui finiraient par donner un élan aux mouvements nationalistes radicaux. Heinrich, quant à lui,
n'a jamais partagé cette expérience sur le champ de bataille et, par conséquent, n'a jamais développé le type de leadership militaire fondé sur l'expérience de combat si prisée dans son environnement. Frustré par l'impossibilité de suivre une carrière militaire traditionnelle et avec peu d'opportunités dans l'armée en raison des limitations imposées par le traité, il orienta ses intérêts vers une carrière organisationnelle et politique. Il commença à développer une identité plus axée sur le domaine idéologique et administratif, une orientation qui finirait par le mener à rejoindre le Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Contrairement aux forces militaires traditionnelles, les SS, sous son commandement, devinrent une organisation qui représentait la vision idéologique et raciale du nazisme. Himmler à la tête en tant que gestionnaire habile et organisateur. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lui, malgré son manque d'expérience en combat, assuma des responsabilités militaires significatives. Son manque de formation pratique et d'expérience en situation de combat devint évident dans ses rôles, donnant lieu à des décisions et des opérations douteuses qui montrèrent les limites de ses capacités dans le domaine militaire. Malgré cela, sa position dans le régime lui accorda une immense influence qu'il utilisa pour mettre en œuvre des politiques radicales et répressives dans les territoires occupés par l'Allemagne. Astre, rune et suprématie, comment l'occultisme a défini Himmler. Le leader des SS développa une fascination intense et particulière pour l'occultisme et l'ésotérisme qui influença profondément la structure et les pratiques des SS. Son intérêt pour ces croyances commença dans sa jeunesse et se consolida au fil de sa carrière, façonnant l'idéologie et l'organisation de la force qu'il commandait. Dès son plus jeune âge, il montra de l'intérêt pour l'histoire germano-allemande et les anciennes traditions, mais ce n'est que pendant ses années à la tête des SS qu'il commença à prendre au sérieux l'idée que le mysticisme et les pratiques ésotériques pourraient servir de base idéologique pour le Troisième Reich. Influencé par la mythologie germano-allemande, Heinrich croyait en l'existence d'objets sacrés aux propriétés surnaturelles, tels que le Saint Graal et d'autres reliques qui, selon lui, incarnaient un héritage mystique et puissant devant être récupéré pour légitimer la suprématie du nazisme et du destin du peuple allemand. Il projeta ses croyances dans la structure et les pratiques des SS, transformant le château de Wewelsburg en un centre spirituel pour l'élite de cette organisation. Situé en Westphalie, ce château médiéval fut rénové sous sa supervision et devint un lieu de rituels et de cérémonies destiné à renforcer l'identité et la loyauté de ses membres. La tour nord du château devint un espace où des symboles tels que la croix gammée et le soleil noir se combinaient pour créer une atmosphère mystique. Ainsi, pendant la Seconde Guerre mondiale, lui et d'autres leaders nazis commencèrent à consulter des astrologues et des voyants pour prendre des décisions stratégiques. Cette dépendance au surnaturel ne se limitait pas à Himmler. Elle faisait partie d'une tendance générale chez les dirigeants nazis vers la superstition et l'ésotérisme. Les décisions militaires et même politiques étaient parfois justifiées par des prédictions et des lectures d'astrologues, ce qui ajoutait une couche d'irrationalité à la stratégie déjà instable du régime. Se fondant sur ses croyances en la pureté raciale et la supériorité aryenne, il promit que les Aryens étaient une race supérieure destinée à régner. Cette conviction reposait sur des mythes et des légendes concernant un passé glorieux que, selon lui, les Allemands devaient revendiquer. Il considérait que la race aryenne avait un destin manifeste, une croyance qu'il utilisa comme justification idéologique pour mettre en œuvre des politiques d'extermination systématique contre les groupes qu'il considérait comme inférieurs. En plus de l'idéologie raciale, il utilisa ses croyances ésotériques pour renforcer le contrôle sur ses subordonnés dans les SS. Il institua des cérémonies et des rituels visant à créer une atmosphère de loyauté presque religieuse entre les membres de l'organisation, consolidant un sens de l'appartenance et de l'unité au sein de la structure hiérarchique qu'il avait conçue. Douleur du pouvoir. Comment la fragilité physique de Heinrich définit les SS. Tout au long de sa vie, il a souffert de divers problèmes de santé qui ont profondément influencé ses aspirations et la construction de son caractère. Pendant son enfance, au début du XXe siècle, il fut un enfant de santé fragile, ce qui affecta son développement physique. Bien que les détails spécifiques sur ses maladies infantiles ne soient pas largement documentés, sa faiblesse était évidente et reconnue par sa famille et ses professeurs,
Ce mauvais état de santé limitait sa capacité à pratiquer des activités physiques et sportives, ce qui le mettait en désavantage par rapport à d'autres enfants de son âge. La faiblesse physique et le manque d'habileté athlétique lui ont causé des sentiments d'infériorité, car il n'arrivait pas à se distinguer dans les activités sportives comme d'autres camarades. Dans son adolescence, environ pendant la Première Guerre mondiale, sa santé continua à être une source d'inquiétude. En 1915, par exemple, Himmler rejoignit le corps des cadets de Landshut dans l'espoir de commencer sa formation militaire, mais encore une fois, ses problèmes de santé limitèrent sa participation. À cause de ses douleurs persistantes à l'estomac, il était exempté des pratiques courantes entre ses camarades, comme les duels d'entraînement et la consommation de bière, une pratique habituelle dans la tradition militaire allemande. Cette exclusion contribua à ce qu'il se sente isolé et différent, alimentant sa frustration avec sa propre santé et son rendement physique. Bien que sa formation au corps des cadets lui permît d'acquérir certaines compétences, sa fragilité physique l'empêcha d'atteindre le niveau d'entraînement physique qu'il considérait comme idéal. De plus, il développa de la myopie, une condition qui affecta sa vision et devint un obstacle significatif lorsqu'il tenta de rejoindre la marine. Bien qu'Himmler aspirait à une carrière militaire, notamment dans la marine, ses problèmes de vision le menèrent à échouer aux examens d'entrée, brisant l'un de ses premiers grands rêves. Ce revers eut un impact important sur lui et marqua sa conception de la santé et de la force physique, l'amenant à développer une obsession pour la perfection physique dans sa vie adulte. Pendant son parcours universitaire, sa santé resta instable. Alors qu'il effectuait des stages dans une ferme dans le cadre de ses études, il contracta une maladie qui compliqua encore son état de santé déjà fragile, ajoutant des difficultés à son adaptation au travail manuel et physique exigé dans le domaine agricole. La combinaison de maux chroniques, de myopie et d'une constitution fragile le fit se sentir insuffisant par rapport aux standards physiques qu'il valorisait. Cette perception de faiblesse et les obstacles rencontrés dans ses aspirations juvéniles le poussèrent, dans sa vie adulte, à promouvoir obsessionnellement l'idée d'un physique parfait chez les membres des SS, convaincu qu'une apparence forte et saine faisait partie intégrante de son idéologie raciale. Le poids de la culpabilité, Himmler, le stress et la décadence psychosomatique du Reich. La vie du chef des SS fut marquée par une série de maladies psychosomatiques qui reflétaient son stress psychologique et son anxiété, en particulier dans les dernières années de la Seconde Guerre mondiale. Ces souffrances, qui incluaient des problèmes gastriques, une faiblesse générale et des troubles du sommeil, étaient le reflet des pressions croissantes de son rôle dans le régime nazi, ainsi que de l'effondrement imminent du Troisième Reich. À mesure que la Seconde Guerre mondiale avançait, il commença à ressentir des symptômes physiques qui s'intensifiaient avec la situation militaire et politique. Parmi les premiers symptômes marquants au début de la décennie des années 40, on trouva des crampes abdominales sévères et de la fatigue, qu'il attribuait au stress lié à ses responsabilités à la tête des SS. Ces symptômes initiaux devenaient de plus en plus fréquents et interféreraient avec sa vie quotidienne, rendant difficile la concentration sur ses tâches. Face au défi de coordonner les opérations d'une organisation aussi vaste que les SS en pleine guerre, Himmler ressentait son anxiété augmenter, ce qui se manifestait directement par ses problèmes physiques. Au fur et à mesure que la guerre devenait défavorable à l'Allemagne, ses problèmes de santé s'intensifièrent. Alors que le Troisième Reich faisait face à de multiples fronts et subissait des défaites, cet homme épuisé était sous une immense pression de la part du Führer pour intensifier les campagnes militaires et défensives tout en maintenant l'ordre interne dans un contexte de plus en plus instable. Cette pression psychologique exacerbait ses douleurs gastriques et lui provoquait une fatigue de plus en plus accablante. Souvent, les symptômes le laissaient épuisé et peu capable d'accomplir ses responsabilités, ce qui se traduisait par une performance moins efficace et une diminution de sa capacité à prendre des décisions. C'est également à cette époque qu'il commença à s'éloigner de ses collègues, s'isolant peut-être à cause de la combinaison de sa dégradation physique et de la peur de perdre sa position de pouvoir dans le régime. L'un des aspects les plus notables de sa lutte contre ses problèmes de santé fut sa recherche de soulagement par des traitements alternatifs. Un des thérapeutes auxquels il se rendit fut Felix Kersten, connu pour utiliser des techniques de massage et de médecine alternative
pour soulager les douleurs physiques liées au stress. Himmler s'accrochait à ses traitements dans un effort pour atténuer les symptômes qui le tourmentaient. Au début de l'année 45, son état de santé était déjà alarmant. Les rapports indiquaient que ses problèmes gastriques s'étaient aggravés et que son épuisement physique était extrême. Cette période coïncida avec l'effondrement imminent du Troisième Reich et l'avancée des troupes alliées vers l'Allemagne, ce qui provoqua en lui un état d'anxiété et de désespoir encore plus grand. La pression et la conscience de l'échec proche l'affectèrent profondément tant mentalement que physiquement. Sa santé dégradée influait sur son jugement et sa clarté d'esprit, ce qui devint évident dans sa dernière tentative désespérée de négocier la paix avec les alliés occidentaux en avril. Le dernier mois avant sa capture, les symptômes psychosomatiques de Heinrich atteignirent leur paroxysme. Le mélange d'anxiété, d'affaiblissement physique et d'épuisement mental caractérisa ses derniers jours en liberté, alors qu'il cherchait désespérément des alternatives pour rester au pouvoir ou, au moins, assurer sa survie au milieu de l'effondrement du régime nazi. Marcos et ambition dans les poches, l'ascension économique du leader des SS. Tout au long de sa carrière dans le parti nazi, et surtout après sa montée à la tête des SS, ses revenus augmentèrent de manière notable, lui procurant une haute position dans la hiérarchie nazie et un style de vie confortable. Dans les premières années de sa carrière, Heinrich ne bénéficiait pas encore d'un salaire élevé. En 1929, lorsqu'il assuma le rôle de leader des SS, cette organisation était encore relativement petite et son rôle était au début. Bien qu'il n'existe pas de registre détaillé sur ses revenus pendant cette période, on pense que son salaire était modeste, car il était en train de consolider sa position au sein du parti nazi. 4 ans plus tard, avec l'ascension d'Hitler au pouvoir, Himmler commença à se consolider comme une figure importante dans le régime, et ses revenus commencèrent à refléter son statut croissant. En tant que leader des SS, l'étendue de son influence s'élargit considérablement, ce qui se traduisit également par une augmentation significative de son salaire. Cependant, les détails spécifiques de cette période restent rares. L'expansion de ses responsabilités et de son autorité continua d'augmenter et, en 1936, il est connu que son salaire atteignait déjà 3 000 marks annuelles, soit environ 15 000 € actuels. Pendant cette période, il accumula pouvoir et richesse, et ses revenus lui permirent de mener un niveau de vie bien plus élevé que celui de la plupart des citoyens allemands, qui gagnaient beaucoup moins que lui. La période de plus grande prospérité économique pour lui se produisit au sommet de son pouvoir, entre 1943 et 1945. À cette époque, on estime que son salaire annuel était d'environ 12 000 marks, soit plus de 55 000 € actuels. Ce revenu ne comprenait pas les autres avantages et allocations supplémentaires associés aux différents postes officiels qu'il occupait. En tant que Reichsführer SS et ministre de l'Intérieur, il avait un contrôle étendu sur les ressources de l'État et des forces policières, ce qui lui offrait une marge de manœuvre financière considérable et un pouvoir extraordinaire au sein de l'administration nazie. La forte capacité d'achat de Himmler lui permettait de mener un style de vie luxueux, accessible uniquement aux figures de haut rang du régime. Il avait accès à des biens de luxe et des propriétés, l'une des plus notables étant le château de Wewelsburg, qu'il considérait comme un centre spirituel pour les SS. Sa position lui offrait également de nombreuses opportunités pour des pratiques corrompues. Dans son rôle de leader des SS et ministre de l'Intérieur, il exerçait un contrôle sans précédent sur les ressources étatiques et policières, ce qui ouvrait la porte à des manipulations financières et des transactions peu éthiques. Bien qu'il n'y ait pas de preuves concluantes qu'il ait activement participé à des actes de corruption à grande échelle, la structure du régime nazi facilitait les manipulations financières et les transactions douteuses. Le chef nuité des SS, la lutte nocturne de Himmler. Le repos nocturne pour Heinrich était rarement véritablement réparateur. En tant que l'un des architectes principaux du régime nazi et chef des SS, il faisait face à une routine exigeante et épuisante, ce qui affectait profondément ses habitudes de sommeil. Sa vie tournait autour d'horaires stricts et d'un flux de travail constant, qui s'étendait souvent jusqu'à tard dans la nuit, un choix qui maintenait la pression sur ses heures de repos déjà fragiles. Cependant, plus qu'une question de temps, ses problèmes de sommeil étaient aussi le reflet des tensions et dilemmes intérieurs qui l'accompagnaient chaque jour.
La routine de sommeil de Himmler était, au mieux, instable. Souvent, après de longues journées de travail, il faisait face à des épisodes d'insomnie qui devenaient de plus en plus fréquents à mesure que la Seconde Guerre mondiale avançait. Ses journaux personnels montrent comment il luttait contre ce manque de sommeil, notant la difficulté à trouver un repos profond et décrivant des nuits où il ne parvenait tout simplement pas à s'endormir, en partie à cause du poids des décisions qu'il prenait et de l'ampleur de ses actions. Cette lutte contre l'insomnie s'intensifiait à des moments clés de son leadership et son esprit semblait résister au repos, même lorsque la fatigue physique l'envahissait de la tête aux pieds. L'horaire de sommeil qu'il tentait de maintenir était subordonné à une routine stricte, marquée par de longues journées de travail et de multiples responsabilités qui laissaient rarement de place pour un repos adéquat. Pour contrer ses difficultés à dormir, il commença à recourir à des aides extérieures. Il était connu pour expérimenter des méthodes qui l'aidaient à s'endormir, y compris des médicaments visant à induire le sommeil de manière artificielle. Cette dépendance aux aides pour dormir augmenta au fil du temps, un signe que la difficulté à maintenir un cycle de sommeil sain devenait de plus en plus prononcée. Ces méthodes, bien qu'elles lui apportaient un soulagement temporaire, ne parvenaient pas à résoudre la cause de son insomnie, qui provenait à la fois de son mode de vie et des pressions morales et psychologiques auxquelles il faisait face. L'impact de ces problèmes de sommeil se reflétait aussi dans ses interactions et dans sa vie quotidienne. Himmler, qui parfois désirait la normalité et une vie familiale tranquille, exprimait dans des lettres à sa femme son désir d'une existence moins exigeante. Cependant, ses désirs de paix personnelle étaient éclipsés par les exigences de sa position et l'engagement envers le régime. À mesure que la guerre touchait à sa fin et que le Troisième Reich faisait face à un avenir incertain, la charge sur lui devint insupportable. Ses nuits devinrent encore plus agitées, avec des épisodes d'insomnie qui reflétaient la réalité d'un régime au bord de l'effondrement et d'un homme tourmenté par les décisions prises. Göring, l'as de l'air, de héros de combat à architecte de la Luftwaffe. Passons maintenant à parler de Hermann Göring. Cet homme eut une vie marquée par sa fascination pour l'aviation, un domaine qu'il domina dans ses premières années et qu'il utilisa comme plateforme pour gravir les échelons du pouvoir. Sa carrière dans l'aviation commença dans un contexte bien différent de la politique qui définirait son avenir, bien que non moins pertinent dans le développement de l'histoire militaire de l'Allemagne. Son entrée dans l'aviation ne fut pas immédiate. Initialement, Hermann avait servi comme officier d'infanterie pendant la Première Guerre mondiale, mais une maladie l'obligea à repenser sa carrière. Pendant sa convalescence, il décida de se joindre à l'aviation allemande, un changement qui ne fut pas bien accueilli par les autorités militaires de l'époque. Malgré les obstacles, il réussit à intégrer le service aérien en 1914 comme observateur, un poste qui le mena à participer à des missions de reconnaissance. Durant ces missions, il gagna rapidement une réputation pour son courage et son habileté, adoptant des tactiques innovantes telles que la direction du feu de l'artillerie depuis l'air en utilisant le code Morse, une compétence peu courante à l'époque. En juin de l'année suivante, il commença sa formation formelle de pilote, un domaine dans lequel il excella rapidement. En quelques mois, il combattait déjà sur le front occidental. Son premier combat aérien réussi eut lieu en novembre, lorsqu'il abattit un avion de reconnaissance français, marquant le début d'une carrière remarquée comme pilote de chasse. Tout au long de la guerre, il accumula 22 victoires confirmées et reçut de nombreuses décorations, dont la prestigieuse pour le mérite, la plus haute distinction militaire allemande de l'époque. Göring devint l'un des as les plus importants de l'aviation allemande et sa figure commença à être reconnu tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de son pays. Après la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, lui, comme beaucoup de ses compagnons d'armes, se retrouva confronté à un nouveau défi, l'interdiction de l'aviation militaire imposée par le traité de Versailles. Mais son amour pour l'aviation ne diminua pas, et il se réincorpora rapidement dans le monde de l'aviation commerciale et ensuite dans l'aviation militaire allemande clandestine, qui était en reconstruction en violation du traité. Son ascension au sein de la nouvelle structure politique allemande fut vertigineuse, et en 1933, il fut nommé ministre de l'air du Reich par Adolf Hitler. Dans ce rôle, il joua un rôle clé dans la création de la Luftwaffe, la force aérienne nazie, qui devint l'une des armes les plus puissantes de la Seconde Guerre mondiale.
Sous son commandement, des avancées importantes furent réalisées tant en tactique militaire qu'en technologie aéronautique, ayant un impact direct sur la manière dont les batailles aériennes furent menées pendant la Seconde Guerre mondiale. La double bataille de Hermann, dépendance et pouvoir dans le Troisième Reich. L'addiction à la morphine est un récit qui combine les aspects les plus sombres de la lutte personnelle contre la dépendance et de l'ambition politique qui poussa Göring à devenir l'une des figures les plus proéminentes du régime nazi. Sa relation avec cette substance commença en 1923, après qu'il eut été gravement blessé lors du putsch manqué de la brasserie à Munich, un événement clé dans la carrière politique précoce d'Adolf Hitler. Pendant sa convalescence, il se vit prescrire de la morphine pour soulager la douleur des blessures subies dans la tentative de coup d'État. Ce qui commença comme une mesure pour faire face à la souffrance physique devint rapidement une dépendance qui, au fil du temps, marquerait non seulement sa santé, mais aussi sa capacité à diriger et à prendre des décisions. Dès 1925, la gravité de sa dépendance fut telle qu'il fut admis dans l'hôpital psychiatrique de Langbro, en Suède, dans une tentative de traiter sa dépendance. Pendant cette période, il était tellement affecté par les symptômes de sevrage que, selon les rapports, il fut placé dans une camisole de force en raison de ses accès de violence, un signe du tourment psychologique qu'il vivait. Au fil des années suivantes, sa dépendance s'intensifia considérablement. Sa consommation quotidienne de la substance augmenta au point qu'il commença à s'injecter de la morphine, ce qui laissa des traces visibles sur son apparence. On disait que son visage devenait gonflé et que son poids augmentait de manière significative en raison de l'abus constant de cette substance. En l'année 29, lorsqu'il commença à souffrir de problèmes de gorge, Hermann se tourna vers la paracodine, un dérivé de la morphine, ce qui exacerba encore sa dépendance. On sait qu'il en venait à prendre jusqu'à 10 pilules de paracodine par jour, une quantité alarmante pour quelqu'un déjà dépendant de la morphine. Tout au long des années 30, le commandant en chef de la Luftwaffe fut hospitalisé à plusieurs reprises et se soumit à de multiples traitements, mais la dépendance persista. Son poste de ministre de l'Air et plus tard son rôle à la tête de la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale ne semblèrent pas immédiatement affectés par sa dépendance. Cependant, certains contemporains et figures proches de lui ont indiqué que l'addiction de Göring influençait sa capacité à remplir son rôle, affectant ses décisions et son comportement. Il existe des opinions partagées sur l'impact réel de la dépendance de Hermann, tandis que certains historiens soutiennent que l'influence de la morphine sur ses capacités a été exagérée pour des raisons politiques, notamment dans la démonisation ultérieure du leader nazi. D'autres considèrent que la dépendance joua un rôle crucial dans ses actions pendant la guerre. Sa dépendance, combinée à son intransigeance politique et son ambition démesurée, créa une figure complexe et, à bien des égards, imprévisible. Sa capture après la fin de la Seconde Guerre mondiale ne marqua pas la fin de ses problèmes personnels, car la dépendance aux opioïdes resta une partie de son existence. La musa tragique de Göring, Karin et son amour inconditionnel. Karin von Kantzow, la première femme du futur chef de la Luftwaffe, joua un rôle crucial dans sa vie, tant sur le plan personnel que politique. Leur relation débuta dans les années 20. Leur mariage eut lieu le 3 février de 1923, un événement qui marqua le début d'une alliance qui influencerait profondément les premières années de Hermann au sein du parti nazi. Dès les premiers moments de leur mariage, cette femme devint un pilier de soutien émotionnel pour lui. Il faisait face à de nombreux défis personnels, dont une dépendance croissante à la morphine. Pendant ces périodes de traitement pour surmonter cette dépendance, la présence constante et le soutien de sa femme furent vitaux. Dans plusieurs lettres, elle exprimait son inquiétude et son amour pour lui, l'exhortant à se libérer de la dépendance avant qu'il ne soit trop tard. Dans l'une de ses missives, elle écrivit « mon cher, je pense à toi tout le temps. Fais un grand effort pour te libérer avant qu'il ne soit trop tard. » Ces mots la placent comme une figure qui soutenait Göring dans ses moments les plus bas, l'aidant à faire face à ses démons personnels. Au-delà de son soutien émotionnel, Karin joua un rôle significatif dans l'ascension politique de son mari au sein du parti nazi. En fait, elle devint une participante active dans la vie politique de son mari. Elle organisa des rencontres à leur domicile pour des leaders du parti,
créant un réseau de contacts qui se révélerait crucial pour le développement de sa carrière politique. Son origine aristocratique ajouta également une touche de respectabilité à l'image de son mari, un facteur important dans sa tentative de se consolider au sein du parti qui, dans ses premières années, était marqué par la violence et la radicalité. Sa participation au mouvement fut telle qu'en dépit de sa santé fragile, elle n'hésita pas à exprimer son admiration pour Hitler, qu'elle qualifia de « génie rempli d'amour pour la vérité ». Elle se montra particulièrement enthousiaste à l'ascension de Hermann au sein de la Sturmabteilung. À mesure qu'il gagnait en visibilité et en pouvoir sous la direction d'Hitler, sa position au sein du parti se renforçait et la relation avec sa femme lui apportait la stabilité émotionnelle nécessaire pour garder son attention sur la politique. Cependant, la santé de Carin commença à se détériorer gravement à cause de la tuberculose, marquant le début d'une période de douleur pour le veuf. Sa mort, survenue le 17 octobre de 1931, fut un coup dévastateur pour lui. La perte de sa femme affecta profondément son bien-être émotionnel, et il reconnut lui-même que, sous bien des aspects, son mariage avait été une source de force qui l'éloigna de la dépendance et le poussa vers le statut qu'il atteindrait en politique. Il ne restait que 2 ans avant que Hitler assume la chancellerie allemande et que son mari exerce des rôles d'État. Parade et espace luxueux, Carinhall et l'opulence du leader de la Luftwaffe. Carinhall fut la résidence campagnarde de Hermann Göring, située dans la pittoresque forêt de Schorfheide, au nord-est de Berlin, entre les lacs Großdollner et Wuchersee. Nommée en l'honneur de sa première femme, Karin von Kanzow, la propriété devint un symbole de son pouvoir et de sa richesse pendant le régime nazi. L'histoire de sa maison est une chronique de luxe, d'ambition et, finalement, de destruction. Sa construction commença en 1933, initialement comme une modeste maison de chasse conçue par l'architecte Werner March, le même qui plus tard conçut le stade olympique de Berlin. La structure originale était un bâtiment en bois servant de refuge pour la chasse, décoré de trophées de ses chasses. Malgré cela, il, dans sa quête de grandeur, commença rapidement à transformer la propriété. 3 ans plus tard, la maison fut complètement rénovée et agrandie, devenant une villa luxueuse avec 2 ailes, un bâtiment principal et une cour centrale. L'intérieur de la villa fut décoré de manière opulente, avec des meubles de luxe et une collection d'art incluant un portrait à grande échelle de ce qui fut sa première femme. La maison se distinguait par des caractéristiques extravagantes, telles qu'une vaste bibliothèque remplie de livres, une salle de chasse où il organisait de grands événements sociaux et un énorme ensemble de trains miniatures, l'un des plus grands du monde à l'époque, comprenant des avions à échelle capables de lancer des miniatures de bombes. De plus, un château miniature fut construit pour sa fille Eda, ce qui reflétait son désir de créer un environnement ludique pour elle. Le domaine comptait également des commodités modernes telles que des bains au bord du lac, des cours de tennis et même une salle de cinéma privée. En outre, la propriété abritait plusieurs chiots lions qui furent plus tard envoyés au zoo de Berlin, l'une des excentricités qui définissait le style de vie de Göring. Carinhall joua également un rôle crucial dans la politique du Troisième Reich. Ce n'était pas seulement la résidence d'un homme puissant, mais tout un centre d'opérations politico-sociales en dehors de Berlin. Le Führer en personne visitait fréquemment ces installations, notamment lors d'événements significatifs comme le baptême de la fille de Hermann, Eda, en 1938. Le domaine devint un lieu stratégique pour des réunions diplomatiques et des rencontres sociales, consolidant encore son statut au sein de la hiérarchie nazie. Cependant, à mesure que la Seconde Guerre mondiale avançait, la menace des bombardements alliés augmentait. Pour protéger la propriété, il ordonna la construction de bunkers souterrains et de tours de flak. Cependant, à la fin du mois d'avril de 1945, avec l'arrivée imminente de l'armée rouge, il décida de détruire sa demeure distinguée pour éviter qu'elle ne tombe entre les mains ennemies. Le 28 de ce mois, des équipes de démolition de la Luftwaffe firent sauter la résidence, effaçant d'un coup une grande partie de sa splendeur et laissant seulement des ruines de ce qui avait été l'une des propriétés les plus grandioses du régime nazi. AR. Au détriment de la douleur, Göring et sa collection privée. Le pillage systématique de l'art mené par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale trouva en le commandant en chef de la Luftwaffe l'un de ses plus grands bénéficiaires.
Sa participation reflétait non seulement son obsession personnelle pour l'art, mais incarnait parfaitement la politique générale du régime visant à s'approprier des trésors culturels, en particulier ceux appartenant à des collectionneurs juifs. Tout au long de la guerre, il joua un rôle clé dans la création et le fonctionnement de l'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, une organisation dédiée au pillage d'art et d'autres biens culturels dans les territoires occupés par les nazis. Sous la direction d'Alfred Rosenberg, l'ERR mena une série d'opérations pour voler des milliers d'œuvres d'art, dont beaucoup furent prises dans des collections juives. L'autorité de Göring sur l'ERR lui permettait de sélectionner personnellement les pièces pour sa propre collection, avec peu d'intérêt pour leur origine ou les droits de propriété. Entre 1940 et 1942, il se rendit personnellement à Paris environ 20 fois pour superviser les opérations de pillage au musée Jeux de Paume, où étaient entreposées de nombreuses œuvres volées. Lors de ces visites, il sélectionnait méticuleusement les pièces qui l'attiraient le plus et profitait de réceptions luxueuses, utilisant sa position pour s'entourer d'une atmosphère d'exclusivité et de pouvoir. L'un des principaux intermédiaires dans ces acquisitions fut Bruno Lose, un marchand d'art qui organisait des expositions d'art pillées pour lui et facilitait l'achat de plus de 700 peintures provenant de diverses sources, y compris des collections cachées de juifs qui avaient fui ou été déportés. Hermann accumula une vaste collection personnelle d'art, connue sous le nom de collection Göring, qui comprenait environ 2000 pièces, dont environ la moitié avaient été pillées à leurs propriétaires juifs. Sa collection comprenait plus de 300 peintures, allant des œuvres classiques aux œuvres contemporaines, dont beaucoup furent étiquetées comme dégénérées par les nazis. La manière dont il acquit ces œuvres variait. Parfois, il organisait des paiements symboliques pour donner l'apparence de légitimité à ses achats, tandis qu'à d'autres moments, il se basait sur des décrets nazis qui déclaraient les biens des Juifs comme sans propriétaire, ce qui lui permettait de revendiquer les œuvres sans conséquences légales. Il se consacra également à la vente d'art, vendant certaines des pièces de sa collection à travers des marchands d'art approuvés, ce qui lui permettait de transformer les objets pillés en argent liquide. Certaines œuvres d'art classées comme dégénérées furent vendues à des acheteurs étrangers, générant des devises étrangères utilisées occasionnellement pour financer davantage les dépenses de guerre. Karine Hall, sa résidence ostentatoire, servait de vitrine pour sa collection personnelle. Le domaine fut conçu par lui comme un musée grandiose, qu'il baptisa Norddeutsche Galerie, destiné à exposer ses trésors artistiques. Entretien du pouvoir, Göring et ses rivalités avec les hiérarches nazis. L'ascension de Hermann Göring au sein du parti nazi fut marquée par une série de rivalités internes qui furent cruciales pour sa consolidation du pouvoir. Parmi les principaux rivaux figuraient Heinrich Himmler, leader des SS, et Ernst Röhm, le chef de la SA. Ces rivalités, bien que complexes, reflétaient les tensions qui caractérisaient la politique interne du régime nazi, dans laquelle les alliances changeaient constamment et les manœuvres politiques se faisaient souvent aux dépens des autres. L'une des premières rivalités notables de Hermann fut avec Ernst Röhm. La SA, l'organisation paramilitaire dirigée par ce dernier, avait considérablement augmenté en pouvoir et en influence pendant les premières années du régime nazi. À mesure que la SA augmentait sa présence, Ernst commença à affirmer son ambition de réformer l'armée et de défier les leaders du parti nazi, y compris la figure centrale d'Hitler. Le leader de la Luftwaffe, qui craignait que Röhm ne sape l'autorité d'Hitler et la structure du pouvoir au sein du parti, se positionna comme un défenseur fidèle du Führer. Cette situation culmina avec la célèbre Nuit des couteaux longs, où Röhm et d'autres leaders de la SA ne furent pas épargnés. Le chapitre suivant de rivalité dans sa vie fut avec Heinrich Himmler, dont la relation fut initialement coopérative, mais qui se transforma au fil du temps en une compétition féroce pour le pouvoir. Au début, lui et le leader des SS travaillèrent ensemble sur plusieurs initiatives, comme la création de camps de concentration pour les opposants politiques et les Juifs, ce qui leur permit de renforcer leur situation. À cette époque, Göring remit le contrôle de la Gestapo à son concurrent, permettant à Himmler de consolider son pouvoir. Cela dit, cette manœuvre fut également stratégique pour lui, qui veillait à ce que Himmler soit un allié fidèle tout en s'occupant de ses propres projets, comme la supervision de la Luftwaffe. À mesure que les deux hommes élargissaient leur domaine, la compétition s'intensifia. Hermann,
en tant que ministre de l'Intérieur de Prusse, contrôlait d'importantes forces policières, tandis que son homologue, à la tête des SS et de la police allemande, cherchait à accroître son influence sur les forces de sécurité et la police en général. L'avancée de Heinrich, dans des domaines que son concurrent considérait comme son territoire, créa des tensions entre eux. Les frictions entre les deux augmentèrent avec les années, en particulier lorsque le chef des SS devint le chef de la police allemande, élargissant ainsi son contrôle sur l'ordre public, une prérogative qui avait traditionnellement été celle de Göring. Tout au long de ces années, il géra ses rivalités avec un mélange d'astuces politiques et de tactiques impitoyables. L'une de ses stratégies les plus courantes était la manipulation, utilisant le Forschungsamt pour surveiller non seulement les dirigeants étrangers, mais aussi d'autres membres du parti nazi, y compris Himmler. La rivalité était aussi fondée sur une méfiance mutuelle. Hermann voyait Heinrich comme un arriviste qui pourrait lui voler son pouvoir, tandis que ce dernier voyait dans le chef de la Luftwaffe une figure décadente dont l'ostentation et le mode de vie contrastaient avec l'idéologie austère qu'il défendait. Carne de chasse, vin et dessert, les goûts culinaires d'un nazi. Il était aussi connu pour ses habitudes personnelles, en particulier ses préférences culinaires, qui reflétaient sa position de pouvoir et son style de vie ostentatoire. Dès les premières années de sa carrière au sein du parti nazi, Göring se distingua par son amour pour les aliments riches et substantiels, une caractéristique qui persista tout au long de sa vie. Son régime alimentaire, tout comme son statut, était marqué par le luxe et l'indulgence. L'un des aliments qu'il appréciait le plus était la viande, en particulier celle qu'il chassait lui-même. Lors de ses fréquents voyages de chasse, Hermann veillait à avoir accès aux cerfs, aux sangliers et à d'autres gibiers qui devenaient ensuite les plats principaux de ses dîners élaborés. Ces mets étaient préparés avec des sauces et des accompagnements riches. Pour lui, la chasse n'était pas seulement un passe-temps, mais un moyen de montrer son statut, car les viandes fraîches qu'il obtenait représentaient une forme d'exclusivité et de luxe. En plus de la viande, il appréciait un régime alimentaire chargé d'aliments de luxe, propres à son rang dans le régime et surtout rares en temps de guerre. En tant que l'un des principaux collaborateurs d'Hitler, il avait accès aux meilleurs produits et aux chefs les plus talentueux qui préparaient ses banquets. Ces dîners étaient opulents, avec des plats gastronomiques comprenant des viandes de diverses sortes, des sauces complexes et des vins fins. Les boissons jouaient également un rôle important dans ses habitudes alimentaires. Il était connu pour son affection pour l'alcool, en particulier les vins et les liqueurs haut de gamme, qui complétaient ses festins et l'aidaient à maintenir une atmosphère d'excès qu'il appréciait tant. Les rapports sur ces dîners décrivent souvent Göring, entouré de tables opulentes, bien décorées et remplies de mets sur de la vaisselle fine et des plateaux. De plus, il avait une faiblesse particulière pour les sucreries, en particulier les gâteaux et les tartes, qui étaient une constante dans ses banquets. Son amour pour les desserts riches et décadents devint un marqueur distinctif de son mode de vie. Au fil des ans, sa tendance à se suralimenter contribua à un gain de poids considérable, ce qui devint un problème évident dans sa vie ultérieure. Le gain de poids fut si notoire qu'à la fin des années 30, cet homme atteignait un poids de près de 130 kg à certaines occasions. Ce mode de vie indulgent eut des répercussions importantes sur sa santé. La combinaison d'un régime riche en viande, sucreries et alcool, associé à un manque d'activité physique, provoqua de graves problèmes de santé. En particulier, il développa du diabète, une maladie associée à l'obésité et aux mauvaises habitudes alimentaires, ce qui empirait encore en raison de sa dépendance à la morphine,